Organisée par le Carrefour des langues, de l'international, de l'interculturel et de la collectivité, la Semaine de la valorisation de la recherche vise à faire rayonner les projets de recherche menés au Collège de Maisonneuve et à promouvoir la recherche au collégial. Pour l'occasion, nous avons donné la parole à nos chercheuses et chercheurs afin qu'ils vous présentent leurs travaux de recherche. Bonne écoute! Bonjour, je suis Danny Costigui. Je suis enseignant en technique administrative, puis j'ai fait plusieurs types de recherches, que ce soit des recherches quantitatives ou des recherches qualitatives. Depuis, mon Dieu... En fait, j'ai presque fait des recherches depuis toujours. Quand j'étais étudiant moi-même là, au Collège de Valleyfield, j'ai participé à un échange interculturel en Tunisie. Et à l'époque, on avait fait une étude basée sur les travaux de Hall sur la distance publique intime puis personnelle. Et finalement, on voulait comparer entre la société tunisienne puis des Québécois de souche. Puis là, comment ces interactions-là se faisaient. Ce qu'on avait réussi à documenter, c'est que ça faisait comme une espèce de balai où les Tunisiens essayaient de se rapprocher, puis nous, on se retirait parce qu'on trouvait qu'ils rentraient dans notre bulle. C'est la première recherche que j'ai pu faire, puis qui m'a donné le goût, après ça, d'aller vers l'autre, puis de continuer dans ce volet-là. Ensuite, j'ai fait beaucoup de recherches pour la Banque mondiale, là, parce que moi, je me suis beaucoup spécialisé en international. J'ai participé à 4 grandes recherches, là. Il y en a une sur la dévaluation du franc CFA. Et là, ce qu'on évaluait, c'était comment les entreprises avaient dû s'ajuster à la dévaluation du franc CFA. Ensuite, on a fait une étude sur le suivi des dépenses dans un pays d'Afrique centrale. Là, l'objectif, c'était de voir où est-ce que se situait la corruption et où est-ce que l'argent fuyait le système. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on suivait beaucoup de dépenses, que ce soit du ministère, puis après ça, jusqu'au centre de santé pour voir est-ce que les ressources sont vraiment arrivées sur place. Et on s'est rendu compte qu'à la fin, il y avait seulement 3% des dépenses qui se rendaient à destination. Ensuite, on a fait une autre étude sur l'accès en santé là, dans une zone hostile là, au Congo et là, voir comment se faisaient les soins de santé puis comment les populations locales y avaient accès. Puis, en fait, l'objectif, c'était de voir est-ce que notre système de rémunération, si on paye un supplément aux agents de santé en lien avec certains soins de santé, comme par exemple la vaccination ou le suivi de la santé de la femme, est-ce que les indicateurs dans ces domaines-là vont s'améliorer? Versus si on paye un montant qui est forfaitaire, et donc, évidemment, là, dans une situation au Congo où normalement, on aurait dû faire 3 rondes, on a réussi à en faire 2 parce que la situation était vraiment difficile puis qu'on était quasiment en guerre civile. Là, et qu'on n'a pas pu faire la 3e ronde. Mais pour les 2 premières rondes, c'est ce qu'on avait fait. Après ça, je suis revenu travailler au début de l'arrivée de l'EIP. Initialement, c'était surtout dans le domaine de l'intégration professionnelle. On a regardé tout le processus de dotation, puis on a essayé d'identifier quels sont les éléments dans le processus de dotation qui est source de discrimination. Et comme la littérature nous montrait, c'est que plus il y a d'étapes, plus il y a de risques qu'il y ait de la discrimination. Et là, nous, on a regardé chacune des étapes. Là, dans cette entreprise-là, il y avait plusieurs étapes. Il y avait des entrevues de groupe, des tests psychométriques, il y avait des entrevues individuelles. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'identifier des critères qui étaient en lien avec les tâches qui sont effectuées par la personne qui est embauchée. Donc, une des grandes craintes, par exemple, c'était que les employés issus de l'immigration n'étaient pas pour comprendre les directives, parce que dans l'industrie pétrochimique, souvent, il y a la salle de contrôle qui donne des directives aux employés qui sont à l'extérieur. Comme évidemment, c'est une entreprise de pétrochimie, c'est dangereux, mais les employeurs avaient peur que la personne qui était à l'extérieur, avec le walkie-talkie, ne soit pas en mesure de comprendre. Donc, une des façons, c'est que, oui, il y avait un test de français, mais le test de français, c'est un test écrit. Alors, c'était pas en contexte. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, c'est correct, on va faire un test de français, mais avec les directives qui sont données à l'extérieur par walkie-talkie. Donc ça, c'est tous des ajustements qu'on a fait pour que l'employeur soit en mesure de recruter puis de diminuer ses craintes par rapport aux employés qui étaient pour embaucher. Ensuite, dans le domaine avec les infirmières, ce qu'on a fait essentiellement, c'est que ça, c'était d'un centre universitaire qui était habitué d'embaucher des infirmières qui étaient issues de l'immigration ou formées à l'étranger.
Mais ce qu'elles nous disaient, c'est qu'elles ne savaient jamais c'était quoi leur expérience qu'elles avaient eue à l'étranger, puis c'était quoi le contexte de travail dans lequel elles avaient œuvré. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a fait une grille diagnostique pour essayer d'identifier c'est quoi le contexte dans lequel elles ont travaillé, ou elles ou ils, là, et aussi pour voir quelles sont les exigences dans l'unité de soins dans laquelle elles vont aller travailler. Pour de voir est-ce qu'il y a un arrimage qui est possible, puis comment on peut faire pour amener les infirmiers ou les infirmières qui sont formés à l'étranger, pour les amener à travailler dans un contexte qui va être particulier au Québec. Il y a tout un volet à l'IEPI maintenant qu'on essaie de développer au niveau quantitatif. Là, on a fait une autre étude qui était sur des indicateurs sur la vulnérabilité des personnes immigrantes montréalaises et des personnes qui étaient non immigrantes montréalaises, puis voir par exemple des vulnérabilités au niveau de l'accès au logement, l'accès à l'emploi, pour voir quels sont les profils et quels sont les prédicteurs qui risquent de faire en sorte que les personnes, que ce soit immigrantes ou non immigrantes, vont être plus sensibles ou vulnérables à ces dimensions-là. Puis on avait aussi évalué là, sur l'intégration. Donc, est-ce que les gens se percevaient comme étant montréalais? Est-ce qu'ils se percevaient comme étant québécois? Puis quels sont les éléments qui vont faciliter ce passage-là? Quand on a travaillé sur les jeunes filles qui étaient sensibilisées à l'esprit scientifique, là, on essayait de sensibiliser les jeunes filles immigrantes qui, souvent, sont cantonnées dans des rôles plus traditionnels. Mais là, quand elles arrivent ici, il y a tout un clash entre la société d'accueil et la société traditionnelle. Puis souvent, déjà, il y a la relation, moi j'ai des enfants, il y a juste la relation générationnelle. Nos enfants vivent des choses, puis là, on a l'impression qu'on est rendu vieux. Là, c'est la même chose, mais pour les immigrants, en plus, il y a tout le clash de la société d'accueil. Ce que je vous dirais, c'est que mon parcours de chercheur, il est multiple parce que j'ai travaillé dans toutes sortes de projets avec toutes sortes d'équipes. Puis c'est ça qui est nourrissant, c'est qu'on fait toutes sortes de projets sur l'intégration, puis là, on voit l'ensemble des dimensions sur l'intégration. En fait, je suis intéressé à toutes sortes de volets sur le social. Il y a certainement un fond, là, pourquoi je m'intéresse à la violence conjugale. Là. Il y a certainement un élément là, qui peut peut-être expliquer ça, mais en même temps, c'est être intéressé à la personne étrangère qui vit quelque chose. Moi, les problématiques sociales m'intéressent tout le temps. Moi, j'ai étudié à l'étranger, puis à la fin de mes études, je suis allé en Allemagne de l'Est à l'époque parce que là, ça venait d'ouvrir. Et je me rappelle que j'étais dans une ville, j'avais pas d'endroit où coucher, puis là, je rencontre une Turque qui me dit... Là, je lui demande où est-ce que je pourrais aller coucher, puis elle me dit, écoute, mon frère vient me chercher tantôt, tu viendras coucher à la maison. C'est ça, cette approche-là à l'autre, moi, j'ai été chanceux parce que j'ai pu vivre ça. Et le fait d'être toujours vers l'autre, puis le rencontrer, puis lui poser des questions, moi, en fait, je dirais que le fil conducteur, c'est celui-là, d'être à l'écoute de l'autre, puis d'essayer de découvrir qu'est-ce que l'autre vit. Moi, je pense que c'est ça qui est le fil conducteur. Et que dans toutes sortes de dimensions, ça m'a toujours intéressé. En fait, je pourrais travailler sur toutes sortes de projets puis de sujets, en autant que je travaille avec des gens avec lesquels j'aime travailler, puis sur des sujets où ça va me permettre de rencontrer l'autre dans une réalité que je connais pas. Et ça, je pense que c'est ça qui est le fil conducteur. Merci pour votre écoute. Ne manquez pas les autres épisodes de cette série Balado. Ils sont tous disponibles sur le site web du Collège de Maisonneuve.